Lors d'une croisière en famille, mon gendre m'a poussé à la mer et a crié « C'est l'heure d'apprendre à nager avec les requins ». Après qu'il m'ait secouru, je n'ai prononcé que 3 mots. À notre retour, j'ai couru à la banque, annulé les cartes de crédit, vendu la maison et disparu. Quand ils m'ont appelé en suppliant pour avoir de l'argent, j'ai souri. Je n'aurais jamais pensé qu'une simple vacance en famille se transformerait en condamnation à mort. À 62 ans, j'avais survécu à la création d'une entreprise de bâtiment en partant de rien. J'avais élevé ma fille, Sophie, en tant que père célibataire et traversé toutes les tempêtes que la vie m'avait envoyées. Mais rien ne m'avait préparé au moment où mon propre gendre a essayé de m'assassiner au beau milieu de la mer Méditerranée. La croisière était l'idée de Sophie. « Papa, tu travailles trop en ce moment », m'avait-elle dit lors d'un dîner 3 semaines plus tôt, la voix douce comme du miel. Guillaume a trouvé une offre incroyable pour une croisière de 7 jours en Méditerranée. Ce sera parfait. Juste nous 3, pour passer du temps de qualité en famille. Guillaume hochait la tête avec enthousiasme, arborant ce sourire répété qui avait charmé ma fille lorsqu'elle l'avait épousé il y a 5 ans. À l'époque, je pensais qu'il était quelqu'un de bien pour elle. Je me trompais sur beaucoup de choses. Le navire était magnifique, je dois le reconnaître. 15 ponts de luxe absolu, des restaurants aux noms imprononçables, et un prix qui faisait grimacer mon portefeuille. Guillaume a insisté pour nous surclasser avec le forfait premium. Soins au spa, dîner gastronomique, la totale. C'est pour moi, Jean-Marc, a-il dit en me tapant sur l'épaule. Tu mérites le meilleur. Sur le moment, j'ai cru que c'était de la générosité. Aujourd'hui, je sais que c'était l'argent de la culpabilité. Les 2 premiers jours étaient parfaits. Trop parfaits. Sophie semblait sincèrement heureuse, riant aux blagues de Guillaume, me prenant par le bras pendant que nous nous promenions sur le pont. Guillaume était attentionné, me posant des questions sur mon entreprise, sur mes projets de retraite. Tu sais, Jean-Marc, tu devrais vraiment songer à lever le pied. Profite un peu de la vie. Tu l'as bien mérité. La façon dont il a dit cela m'a donné des frissons, mais j'ai balayé cette pensée. J'étais peut-être juste en train de devenir paranoïaque avec l'âge. C'est le 3e jour que tout a basculé. Nous étions sur le pont supérieur après le dîner, la mer s'étendant à l'infini dans toutes les directions. Les lumières du navire projetaient des ombres dansantes sur les hauts, et la plupart des passagers s'étaient retirés dans les salons ou dans leurs cabines. Guillaume a suggéré que nous prenions l'air loin de la foule. Les étoiles sont incroyables ici, a-t-il dit. Sophie est restée en arrière, prétextant qu'elle devait appeler son amie Chloé restée à Bordeaux. C'était étrange, car elle n'avait jamais parlé de Chloé auparavant. Guillaume et moi avons marché jusqu'à la rambarde, le vent fouettant ce qu'il restait de mes cheveux gris. Les hauts en bas semblaient noirs, infinis, affamés. Tu sais Jean-Marc, dit Guillaume, sa voix soudain différente, plus froide. Sophie et moi avons parlé de l'avenir. Je me suis tourné pour le regarder, et quelque chose dans son expression m'a glacé le sang. Ses yeux n'étaient plus bienveillants. Ils étaient calculateurs. À propos de quel avenir ? Ai-je demandé en m'agrippant plus fort à la rambarde. Guillaume a fait un pas de plus. À propos de ce qui se passera quand tu ne seras plus là. L'entreprise, la maison à Bordeaux, tous ces investissements sur lesquels tu es si secret. Sa voix est tombée à un murmure, à propos de la façon dont les choses seraient tellement plus simples si certains obstacles n'étaient plus sur notre chemin. Avant même que je puisse assimiler ce qu'il voulait dire, les mains de Guillaume étaient sur mon dos. Forte, violente. La poussée m'a fait basculer par-dessus la rambarde, et alors que je tombais vers les hauts noirs, je l'ai entendu crier à plein poumon, au secours. Un homme à la mer. Jean-Marc est tombé. Aidez-le. Mais il y avait autre chose. Quelque chose qu'il pensait que personne n'entendrait par-dessus le bruit du vent et des vagues. C'est l'heure d'apprendre à nager avec les requins, le vieux. Léo m'a percuté comme un mur de béton. Glaciale, elle m'a coupé le souffle et a envoyé des ondes de choc dans mon corps de 62 ans. J'ai coulé immédiatement, Léo salé me brûlant la gorge alors que je luttais pour remonter à la surface. Mes vêtements s'étaient transformés en enclume, me tirant vers le fond. Et pendant un instant terrifiant, j'ai cru que c'était la fin. Que Jean-Marc Dupont allait mourir ainsi. Assassiné par son propre gendre sous les yeux de sa fille. Quand j'ai enfin percé la surface, crachant et suffocant, j'ai entendu l'agitation sur le navire. Les alarmes retentissaient, les membres d'équipage criaient, et quelque part dans le chaos, j'entendais Sophie hurler mon prénom.
Mais alors que je luttais pour rester à la surface, nageant sur place au milieu de la mer, une pensée a transpercé ma panique comme une lame. Guillaume n'avait pas sauté par-dessus bord pour essayer de me sauver. Il n'était pas dans les eaux avec moi. Il était toujours sur le bateau, jouant le rôle du gendre inquiet. Le sauvetage a duré 27 minutes. 27 minutes à lutter contre les vagues, les poumons à moitié remplis d'eau, en me demandant si je reverrais la terre ferme un jour. Quand ils m'ont enfin sorti de l'eau, en hypothermie et à peine conscient, le premier visage que j'ai vu a été celui de Guillaume. Il pleurait, serrant Sophie contre lui alors qu'elle sanglotait sur sa poitrine. « Dieu merci, tu es en vie, Jean-Marc », a-t-il dit, la voix brisée par ce qui ressemblait à du soulagement. J'ai cru qu'on t'avait perdu. Mais j'ai vu autre chose dans ses yeux. De la déception. Ce n'était pas censé être un sauvetage. C'était censé être des funérailles. Pendant que le médecin de bord vérifiait mes constantes et m'enveloppait dans des couvertures chauffantes, j'ai repassé chaque seconde de la chute dans ma tête. Les mains de Guillaume sur mon dos, la poussée délibérée, la façon dont il avait parlé de requins et non d'aide, et surtout, la rapidité avec laquelle il était apparu sur les lieux du sauvetage, parfaitement sec, parfaitement calme. Ils m'ont transféré à l'infirmerie du navire, où Sophie tournait autour de moi comme une fille dévouée. « Papa, j'ai eu si peur », a-t-elle chuchoté en me tenant la main. Quand Guillaume a couru chercher de l'aide, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Guillaume a hoché la tête solennellement, jouant son rôle à la perfection. C'est arrivé si vite, Jean-Marc. Une seconde tu admirais la vue, et la seconde d'après, tu avais disparu. La rambarde devait être humide, glissante. Je l'ai fixé du regard. Cet homme qui venait d'essayer de me tuer. Et j'ai senti quelque chose mourir à l'intérieur de ma poitrine. Pas mon corps. Le médecin, le docteur Laurent, m'avait assuré que je me remettrais complètement. Quelque chose de plus profond s'était éteint. La confiance. L'espoir. La croyance que la famille signifiait quelque chose de sacré. Guillaume s'est penché vers moi, pensant probablement que je ne pouvais pas parler, ni penser clairement après mon calvaire. Son visage était à quelques centimètres du mien, et je pouvais sentir son eau de Cologne, la même marque de luxe qu'il portait depuis qu'il avait épousé ma fille. C'est à ce moment-là que j'ai rassemblé le peu de force qu'il me restait pour lui chuchoter 3 mots qui ont rendu son visage aussi blanc que la coque du navire. Il a reculé d'un coup sec, comme si je l'avais giflé, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Sophie a rangé mes couvertures et n'a rien remarqué de l'échange. Mais Guillaume a entendu chaque syllabe. Je lui ai dit, je sais tout. Et à cet instant précis, il a compris que son plan parfait venait de se transformer en son pire cauchemar. Alors que j'étais allongé dans ce lit étroit de l'infirmerie, écoutant le bourdonnement des moteurs du navire, j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé encore plus que les eaux de la Méditerranée. Ce n'était pas un acte de violence impulsif. Ce n'était pas un crime passionnel. Guillaume avait planifié cela. Il m'avait amené sur cette croisière dans le but précis de me tuer. Et quelque part au fond de mon esprit, une question terrible a commencé à prendre forme. Ma fille Sophie n'était-elle qu'une victime de ces manipulations ? Ou était-elle complice ? La réponse à cette question allait changer tout ce que je croyais savoir sur ma famille. Mais d'abord, je devais survivre au reste de cette croisière, et je devais m'assurer que la prochaine tentative de Guillaume, car il y en aurait une, serait sa dernière. Le reste de la nuit, je suis resté éveillé dans l'infirmerie, écoutant chaque grincement du navire. Chaque pas dans le couloir faisait s'emballer mon cœur. À chaque fois que quelqu'un s'approchait de ma porte, je me demandais si c'était Guillaume qui revenait finir le travail. Le médecin de bord voulait me garder en observation jusqu'au matin. L'hypothermie est dangereuse à votre âge, monsieur Dupont, a-t-il expliqué. Votre température corporelle a chuté dangereusement bas. Ce qu'il ignorait, c'est que mon sang avait déjà glacé bien avant de toucher les eaux. Guillaume et Sophie sont venus me rendre visite 3 fois pendant la nuit. Chaque visite était une performance parfaitement chorégraphiée d'inquiétude et de soulagement. Sophie me tenait la main, les yeux rouges à force de pleurer, tandis que Guillaume se tenait derrière elle, la main sur son épaule, jouant le mari d'un soutien infaillible. « Nous sommes tellement reconnaissants que tu ailles bien, papa », a chuchoté Sophie lors de leur 2e visite. Guillaume n'a pas fermé l'œil. Il n'arrête pas de s'en vouloir de ne pas t'avoir rattrapé quand tu as glissé. J'ai observé le visage de Guillaume quand elle a dit ça. J'ai cherché la moindre fissure dans son masque, le moindre signe de culpabilité ou de peur. À la place, j'ai vu quelque chose de bien plus perturbant.
Du calcul. Il étudiait mes réactions, mesurait mes réponses, essayant de deviner ce dont je me souvenais de notre altercation près de la rambarde. Quand nos regards se sont croisés, il s'est légèrement penché en avant, la voix feutrée par une fausse inquiétude. « Tu nous as fait tellement peur, Jean-Marc. Tu te souviens de ce qui s'est passé ? La chute a dû être traumatisante. C'est là que j'ai pris la décision la plus importante de toute la croisière. J'allais lui donner exactement ce qu'il voulait voir. Un vieil homme confus, reconnaissant, qui ne se doutait de rien. C'est tellement flou, ai-je dit en laissant ma voix trembler légèrement. Je me souviens avoir regardé les étoiles. Je me suis senti étourdi. La rambarde était mouillée. Je crois que tout ce qui s'est passé ensuite n'est que de l'éau noire. Les épaules de Guillaume se sont détendues de façon presque imperceptible. Sophie a serré ma main plus fort. Ne t'inquiète pas pour tes souvenirs, papa. L'important, c'est que tu sois en sécurité maintenant. Mais je me souvenais de tout. De chaque mot chuchoté par Guillaume sur les obstacles et un avenir plus facile. Du moindre détail de ses mains sur mon dos. Et par-dessus tout, je me souvenais de la façon dont ces 3 mots, « je sais tout », avaient vidé son visage de toute couleur et transformé sa victoire en terreur absolue. Le docteur Laurent m'a autorisé à sortir le lendemain matin avec des consignes strictes, me reposer. Plus de balades nocturnes sur le pont, a-t-il dit avec un sourire. Et hydratez-vous bien. La mer vous a épuisé. Si seulement il savait à quel point la mer m'avait en réalité rendu fort, en m'apportant une clarté totale sur ceux à qui je pouvais faire confiance, et surtout, sur ceux dont je devais me méfier. Guillaume et Sophie m'attendaient à la sortie de l'infirmerie, tous les deux vêtus de polo blanc assortis, comme s'ils tournaient une publicité cynique pour la compagnie de croisière. « Prêt à reprendre nos vacances, papa ?» a demandé Sophie en passant son bras sous le mien. Guillaume a trouvé un buffet incroyable sur le pont 7. « Tu as besoin de reprendre des forces. » Guillaume acquiesçait avec enthousiasme, mais je l'ai surpris en train de regarder sa montre. Il n'arrêtait pas de le faire depuis mon sauvetage, comme s'il était soumis à un compte à rebours. Le buffet était bondé, rempli de passagers chargeant leurs assiettes de fruits frais et de viennoiseries. J'ai joué mon rôle à la perfection, le survivant encore tremblant, heureux d'être en vie. Mais tout en grignotant une tartine et en sirotant mon café, j'observais. Guillaume et Sophie étaient assis en face de moi, et j'ai commencé à remarquer des détails qui m'avaient échappé auparavant. La façon dont ils communiquaient sans un mot. Comment Sophie jetait un œil à Guillaume avant de répondre à mes questions. Comment Guillaume lui touchait le bras à chaque fois que je disais me sentir mieux. Tu sais quoi ? A soudain lancé Guillaume d'un ton bien trop léger. Puisque tu vas mieux, on devrait peut-être réserver cette excursion à Ajaccio demain. Le tour de la Corse en hélicoptère. Tu adorerais la vue, Jean-Marc. La fourchette de Sophie s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Et elle a lancé à Guillaume un regard que je n'ai pas tout à fait réussi à déchiffrer. De la peur ? Un avertissement ? Tu es sûr que papa est en état pour ça ? A-t-elle demandé. Après ce qui s'est passé hier, peut-être que quelque chose de plus calme serait préférable. La mâchoire de Guillaume s'est contractée de façon presque invisible. Oui. Bien sûr. Peut-être la nage avec les dauphins à la place. Il poussait encore, essayant de m'attirer dans des situations où un accident pourrait se produire. Nager avec les dauphins. Comme c'était pratique. Quel choix parfait pour un homme qui avait déjà essayé de me noyer. En fait, ai-je dit en posant ma tasse de café avec une lenteur calculée, je pense que je préfère me reposer sur le bateau demain. Passer un peu de temps dans ma cabine, rattraper mon sommeil. J'ai observé attentivement le visage de Guillaume pendant que je parlais. Pendant une fraction de seconde, son masque est tombé, et j'ai lu une pure frustration sur ses traits. Mais Sophie n'a rien remarqué. Elle était trop occupée à jouer la fille inquiète. C'est parfait, papa. Tu as besoin de repos après ce que tu as traversé. Après le petit déjeuner, Sophie s'est excusée pour appeler son bureau. Une histoire de dossier urgent qu'elle ne pouvait pas laisser de côté, même en vacances. Guillaume et moi nous sommes retrouvés seuls pour la première fois depuis qu'il avait essayé de me tuer. Nous avons marché lentement sur le pont, croisant d'autres passagers qui ignoraient totalement qu'il assistait à une danse macabre entre un prédateur et sa proie. Superbe matinée, a dit Guillaume d'une voix soigneusement neutre. Difficile de croire ce qui s'est passé hier. J'ai acquiescé, m'arrêtant près d'une rambarde, une autre cette fois, avec beaucoup plus de monde autour de nous.
C'est fou comme la vie peut basculer en un instant. Guillaume a scruté mon visage, cherchant un double sens. Tu as l'air de bien le gérer. Certains seraient traumatisés après une telle expérience. Je me suis tourné pour le regarder droit dans les yeux et, l'espace d'un instant, je lui ai laissé voir la vérité dans mon regard. Pas le vieillard confus que je prétendais être, mais le redoutable homme d'affaires qui avait bâti un empire à partir de rien. Oh, cette épreuve m'a changé, Guillaume. Bien plus que tu ne l'imagines. Il a cligné des yeux, l'incertitude traversant son visage. Avant qu'il ne puisse répondre, Sophie a réapparu, légèrement essoufflée. Désolée d'avoir été si longue. Une crise au bureau. Mais quelque chose dans son attitude avait changé. Elle semblait nerveuse, sur le qui-vive, et quand elle a regardé Guillaume, il y avait une expression dans ses yeux qui m'a retourné l'estomac. De la connivence. Comme s'il avait discuté de quelque chose pendant son absence. Tout va bien au travail? Ai-je demandé. Oh, tu sais ce que c'est. Les mêmes problèmes que d'habitude. Mais elle mentait. J'avais élevé cette fille, changé ses couches, appris à conduire. Je savais quand ma fille me mentait. La question était, sur quoi mentait-elle? Nous avons passé le reste de la journée à faire des activités normales de croisière, assister à un spectacle comique, jouer aux jeux de palais, dîner au restaurant principal. Mais sous cette façade de vacances en famille, j'avais l'impression de regarder une pièce de théâtre dont je ne connaissais pas toutes les répliques. Guillaume et Sophie échangeaient des regards quand ils pensaient que je ne faisais pas attention. Ils avaient des conversations chuchotées qui s'interrompaient brusquement dès que j'approchais. Et par 2 fois, j'ai surpris Guillaume au téléphone, parlant à voix basse et s'éloignant en me voyant arriver. Ce soir-là, pendant que nous nous préparions pour le dîner, j'ai prétexté avoir oublié mes lunettes de lecture pour retourner discrètement vers la cabine de Guillaume et Sophie. La porte était entr'ouverte, et je pouvais entendre leur voix à l'intérieur. Ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. On ne peut pas réessayer de la même manière, disait Sophie, la voix tendue par la frustration. C'est trop risqué maintenant. Les gens nous regardent. La réponse de Guillaume était étouffée, mais j'ai capté des bribes. Plus de temps, on n'aura pas d'autre occasion comme ça. Et puis Sophie a dit quelque chose qui a confirmé mes pires craintes, on aurait dû mieux planifier ça. Maintenant il se méfie. Et s'il découvre ce qu'on fait vraiment? J'ai reculé, mon cœur battant si fort que j'étais sûr qu'il l'entendrait. Ma propre fille. Ma petite fille, qui venait se réfugier dans mon lit pendant les orages, qui pleurait quand je lui apprenais à faire du vélo parce qu'elle avait peur de tomber. Elle n'était pas qu'une victime des manipulations de Guillaume. Elle faisait partie du plan. En retournant à ma propre cabine, une pensée résonnait dans mon esprit comme un glas. Il n'avait pas fini. Quoi qu'il ait prévu pour cette croisière, ma survie n'avait fait que retarder l'échéance, pas l'annuler. Et maintenant, je devais découvrir ce qu'il cherchait vraiment avant qu'il ne trouve un moyen de terminer le travail. Le Jean-Marc d'avant les aurait confrontés, aurait exigé des réponses, se serait fié aux liens familiaux pour réparer ce qui était brisé. Mais ce Jean-Marc-là était mort dans la Méditerranée. L'homme qui s'est glissé dans son lit ce soir-là était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait enfin compris que parfois, les personnes qui prétendent vous aimer le plus sont celles qui sont les plus prêtes à vous détruire. Et j'allais m'assurer qu'il retienne cette leçon avant la fin de cette croisière. La vérité m'a frappé comme une nouvelle vague d'eau glacée. Mais cette fois, j'y étais préparé. Je me doutais que quelque chose n'allait pas depuis des mois avant cette croisière. Des petits détails qui ne collaient pas. Des pièces d'un puzzle que j'étais trop confiant pour assembler. Désormais, flottant au milieu de la trahison de ma propre fille, tout prenait sens. Ça a commencé il y a 3 mois, quand j'ai surpris Sophie dans mon bureau à la maison. Elle était assise à mon bureau, mon ordinateur portable ouvert devant elle, prétextant devoir imprimer des documents pour son travail. Mon imprimante est en panne, papa, et j'ai cette présentation demain, avait-elle dit en fermant rapidement l'ordinateur à mon arrivée. Sur le moment, je n'y avais pas prêté attention. Maintenant, je réalisais qu'elle fouillait dans mes dossiers financiers. Puis il y avait eu les appels téléphoniques. Guillaume m'appelait à des heures improbables pour me poser des questions d'apparence anodine sur l'entreprise, sur mes projets de retraite, sur la mise à jour éventuelle de mon testament. Je pense juste à l'avenir, Jean-Marc, disait-il. Je veux m'assurer que Sophie sera à l'abri s'il t'arrive quoi que ce soit. La façon dont il disait s'il t'arrive quoi que ce soit aurait dû m'alerter. Au lieu de cela,
J'avais été touché par son apparente préoccupation pour le bien-être de ma fille. Mais c'est l'appel de l'assurance qui aurait dû être le plus gros signal d'alarme. 2 semaines avant le départ, j'avais reçu un appel de ma compagnie d'assurance vie demandant de vérifier certaines informations sur mon contrat. Nous avons une demande récente d'augmentation de votre capital d'essai, avait dit le conseiller. Nous voulons juste confirmer les détails directement avec vous. J'étais perplexe. Je n'avais demandé aucune modification. Quand Jen ait parlé à Sophie plus tard, elle avait balayé la chose d'un revers de la main. Sûrement une erreur administrative, papa. Tu sais comment sont ces agences. Sauf que ce n'était pas une erreur. Quelqu'un avait essayé d'augmenter la prime de mon assurance vie et cette personne avait accès à mes informations personnelles. Quelqu'un qui vivait parfois chez moi, qui avait les clés de ma maison, qui savait où je rangeais mes documents importants. Ma fille. Le lendemain matin de ma découverte, j'ai pris une décision qui aurait semblé paranoïaque quelques jours plus tôt. J'allais enquêter sur ma propre famille. Pendant que Guillaume et Sophie étaient au buffet du petit déjeuner, j'ai utilisé le centre d'affaires du navire pour accéder à mes comptes bancaires en ligne. Ce que j'ai découvert m'a rendu physiquement malade. Au cours des 4 derniers mois, de nombreux petits retraits avaient été effectués sur mon compte d'épargne. Jamais assez gros pour déclencher une alerte, mais le total s'élevait à près de 20 000 €. Les retraits avaient été faits avec ma carte bancaire dans des distributeurs proches de l'appartement de Sophie. Ma propre fille siphonnait lentement mes comptes, espérant probablement que je ne m'en rendrais compte que lorsqu'il serait trop tard. Mais ce n'était pas le pire. Quelqu'un avait accédé à ma messagerie professionnelle, échangeant avec mes clients et mes fournisseurs. En creusant davantage, j'ai trouvé des emails que je n'avais jamais envoyés, des messages suggérant subtilement que je songeais à prendre ma retraite, que je pourrais bientôt chercher à vendre Dupont Rénovation. Le nom de Guillaume apparaissait dans plusieurs de ces emails. Apparemment, il se positionnait comme mon successeur potentiel, le gendre qui connaissait les rouages de l'entreprise et pourrait prendre la relève quand je serais prêt à me retirer, ou quand je serais mort. La dernière preuve irréfutable se trouvait dans ma boîte mail personnelle, enfouie dans le dossier des éléments supprimés où je ne l'aurais jamais trouvé si je n'avais pas cherché. C'était le brouillon d'un email adressé à mon notaire, demandant des informations sur la modification de mon testament. Le brouillon mentionnait mon intention de tout léguer à Sophie et Guillaume, exprimant des inquiétudes sur ma santé et mon désir de m'assurer que ma famille ne manque de rien. Je n'avais jamais écrit ce message. Je n'avais même jamais songé à modifier mon testament. Quelqu'un préparait méthodiquement mon décès, faisant en sorte que cela ressemble à ma propre initiative. J'ai tout imprimé, les mains tremblantes alors que les preuves de leur trahison s'empilaient noir sur blanc devant moi. Ensuite, j'ai fait quelque chose qui m'a probablement sauvé la vie. J'ai changé tous mes mots de passe, configuré de nouvelles questions de sécurité et activé la double authentification sur chaque compte. S'ils prévoyaient de continuer leur vol, ils venaient de se heurter à leur premier véritable mur. Quand je suis retourné sur les transats, Sophie et Guillaume étaient plongés dans une conversation intense, les têtes rapprochées comme des conspirateurs. Ils se sont écartés en me voyant approcher, Guillaume se levant d'un bond pour m'offrir sa place. « Tu as l'air fatigué, Jean-Marc. Tu devrais peut-être te reposer. »« Je vais très bien », ai-je répondu en m'installant et en sortant un livre que je n'avais aucune intention de lire. Au lieu de cela, je les observais par-dessus les pages, cataloguant chaque regard nerveux, chaque mot chuchoté, chaque geste de connivence que j'avais été trop aveugle pour voir auparavant. Vers midi, Sophie a annoncé qu'elle allait au spa pour un massage qu'elle avait réservé. Jen est pour environ 2 heures, a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue. Toi et Guillaume, vous pouvez passer un moment entre hommes. Ce baiser m'a brûlé la peau comme une trahison. Après son départ, Guillaume a suggéré que nous allions déjeuner au bar des sports sur le pont 12. Il diffuse le match, a-t-il dit. J'ai pensé que tu voudrais le regarder. Mais j'ai remarqué qu'il a choisi une table dans un coin, loin des autres clients, là où notre conversation ne pourrait pas être entendue. Tu sais, Jean-Marc, a-t-il dit après que nous ayons commandé, j'ai repensé à ce que tu as dit hier sur tes souvenirs flous après ta chute. Il s'est penché en avant, sa voix adoptant ce ton inquiet que je reconnaissais désormais comme de la pure manipulation. Les problèmes de mémoire peuvent être graves à ton âge. Tu devrais peut-être consulter un spécialiste à notre retour. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ma mémoire va très bien, Guillaume. Elle est même d'une clarté limpide. Quelque chose a vacillé dans son regard. Oh, c'est une bonne nouvelle. Mais sa main s'est crispée sur sa bouteille de bière, et j'ai vu un muscle tressaillir au niveau de sa mâchoire.
En fait, ai-je continué, je me souviens de beaucoup de choses ces derniers temps. Des choses que j'avais oubliées ou négligées. C'est drôle comme frôler la mort peut aiguiser votre esprit. Le sourire de Guillaume est devenu forcé, mécanique. Quel genre de choses? J'ai pris une gorgée d'eau lentement, laissant le silence s'étirer entre nous. Oh, tu sais, des conversations que j'ai surprises, des documents que j'ai trouvés, des appels téléphoniques qui n'avaient pas beaucoup de sens sur le moment. J'ai fait une pause, observant son visage blêmir. Le genre de choses qui pousse un homme à se demander à qui il peut vraiment faire confiance. Guillaume a posé sa bière avec des mains tremblantes. Jean-Marc, je crois que le stress de l'accident t'affecte. Tu deviens un peu paranoïaque. Vraiment? Ai-je demandé calmement. Où est-ce que j'ouvre enfin les yeux pour la première fois depuis des mois? Avant qu'il ne puisse répondre, mon téléphone a sonné. C'était Michel Weber, mon associé depuis 15 ans, qui m'appelait de notre bureau à Bordeaux. J'ai répondu en mettant le haut-parleur. En partie pour que Guillaume entende cette conversation, et en partie pour tester une théorie. Jean-Marc, Dieu merci, tu vas bien, a dit Michel. Je viens d'apprendre pour ton accident. Comment tu te sens? Beaucoup mieux, merci. Je profite juste de ce temps en famille sur la croisière. Bien. Bien. Écoute, je déteste te déranger pendant tes vacances, mais on a un problème ici. Sur ce contrat avec les frères Lemoine sur lequel on travaille. Ils affirment que tu as envoyé un email la semaine dernière acceptant des conditions dont nous n'avions jamais discuté. Quelque chose à propos de la nomination d'un nouveau directeur de projet nommé Guillaume Dupont. Je n'ai aucune trace de cette discussion. J'ai observé le visage de Guillaume pendant que Michel parlait. Le sang a déserté ses joues, et de la sueur perlait sur son front malgré la climatisation à fond. C'est très intéressant, Michel. Je n'ai aucun souvenir d'avoir envoyé ce genre de mail. C'est bien ce que je pensais. Toute cette histoire me paraissait louche. Je l'ignore complètement? Oui, ignore-le totalement. Et Michel, à mon retour, organisons une réunion pour revoir toute notre correspondance récente. J'ai le pressentiment que nous pourrions trouver d'autres emails que je n'ai jamais réellement envoyés. Après avoir raccroché, Guillaume fixait ses mains, incapable de soutenir mon regard. Jean-Marc, je peux t'expliquer. Je suis sûr que tu le peux, ai-je dit froidement. Je suis sûr que tu as des explications pour beaucoup de choses. La question est de savoir quelle part de vérité il y a là-dedans. La tête de Guillaume s'est relevée brusquement, et pendant une seconde, j'ai vu le vrai visage de l'homme derrière le masque. Froid, calculateur, désespéré. Tu ne comprends pas la pression que l'on subit. Sophie a beaucoup de mal depuis qu'elle a perdu son emploi, et moi j'ai des dettes massives, alors tu as décidé de me tuer pour mon argent. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme une sentence de mort. La bouche de Guillaume s'est ouverte et fermée, mais aucun son n'est sorti. Autour de nous, les autres passagers riaient et discutaient, totalement ignorants de la confrontation qui se jouait à notre table isolée. Ça ne devait pas se passer comme ça, a-t-il fini par chuchoter. La chute devait ressembler à un accident. Rapide et propre. Tu n'étais pas censé survivre. Voilà. L'aveu que j'attendais, délivré avec le ton détaché de quelqu'un qui parle de la météo. Mon gendre venait d'avouer une tentative de meurtre, et il semblait presque soulagé de l'avoir enfin dit à voix haute. Et Sophie? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Le silence de Guillaume m'a dit tout ce que je devais savoir. Je me suis levé lentement, mes jambes plus solides qu'elles ne l'avaient été depuis que j'étais sorti de cette mer glaciale. Eh bien, Guillaume, j'ai une nouvelle pour toi. J'ai survécu. Et maintenant que je sais de quoi toi et ma fille êtes réellement capables, je vais m'assurer que vous n'ayez jamais l'occasion de finir ce que vous avez commencé. En m'éloignant de cette table, laissant Guillaume seul avec ses aveux et sa terreur, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. Le contrôle. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je savais exactement à qui j'avais affaire, et j'avais un plan pour y mettre fin. L'ancien Jean-Marc aurait essayé de les raisonner, de trouver un moyen de sauver les liens familiaux. Mais l'ancien Jean-Marc était mort dans la Méditerranée 2 jours plus tôt. L'homme qui retournait vers sa cabine était quelqu'un de totalement différent. Quelqu'un qui avait compris que parfois, les personnes qui prétendent vous aimer sont celles qui sont les plus prêtes à vous anéantir pour leur propre profit. Et j'allais m'assurer qu'il retienne cette leçon de la manière la plus douloureuse qui soit. Le navire a accosté à Marseille à 7 heures du matin.
À 7h30, j'étais dans un taxi en route pour l'agence principale de la Banque nationale de l'Ouest. Guillaume et Sophie croyaient que j'étais parti récupérer mes bagages dans la zone de stockage. Je leur avais dit que je voulais m'en occuper moi-même, que j'avais besoin de temps seul pour digérer tout ce qui s'était passé pendant la croisière. Ils étaient plus qu'heureux de me laisser y aller, probablement soulagés d'avoir quelques instants pour planifier leur prochain coup sans que je n'observe leurs moindres faits et gestes. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais passé la nuit précédente éveillé dans ma cabine, à passer des appels téléphoniques, à mettre en marche les rouages qui allaient bouleverser nos vies à tous pour toujours. La connexion satellite du navire m'avait coûté une fortune, mais elle valait chaque centime pour pouvoir accéder à mes comptes et lancer la procédure qui anéantirait leur plan de façon permanente. Mon premier arrêt a été pour Marie Dubois, ma banquière personnelle depuis 12 ans. Elle m'attendait dans son bureau, une pile de documents déjà prêts sur son bureau. Marie avait toujours été très efficace, mais l'urgence de ma voix lors de notre appel nocturne l'avait convaincue d'arriver plus tôt pour gérer cela personnellement. « Jean-Marc, je dois dire que cette procédure est hautement inhabituelle », a-t-elle dit pendant que je m'asseyais en face d'elle. « Êtes-vous absolument certain de vouloir effectuer tous ces changements ?» J'ai hoché la tête, ma détermination plus forte que jamais. « Marie, quelqu'un me vole. Quelqu'un qui a accès à mes informations personnelles et à qui je faisais confiance. Je dois m'assurer qu'il ne puisse plus faire aucun dégât. » Le premier document était la clôture immédiate et totale de mon compte courant principal, celui que Sophie vidait minutieusement avec ses petits retraits calculés. Marie a acté la clôture et a immédiatement ouvert un nouveau compte dans une autre succursale, un compte dont ni Sophie ni Guillaume ne connaîtraient l'existence. Le solde restant de 47 312 € a été transféré sur le nouveau compte, à l'abri de leurs griffes. Ensuite, ce fut le tour des cartes bancaires. Chaque carte à laquelle Sophie aurait pu avoir accès et vu qu'elle avait vécu sous mon toit par intermittence pendant des années, cela concernait presque toutes mes cartes, a été annulée immédiatement. Les conseillers du service client se sont excusés pour le désagrément, mais je leur ai assuré que c'était une nécessité. Suspicion de fraude, ai-je expliqué, ce qui était la stricte vérité. Mais la banque n'était que le commencement. Mon arrêt suivant fut le cabinet de maître Valérie Lemaire, la notaire et avocate d'affaires qui gérait mes affaires juridiques depuis que j'avais fondé Dupont Rénovation, il y a 28 ans. Valérie avait été choquée par mon appel la nuit précédente, mais elle avait accepté de me recevoir dès la première heure. « Jean-Marc, ce que vous me décrivez ressemble à de l'abus de faiblesse caractérisé », a-t-elle dit d'un ton grave en examinant les preuves que j'avais imprimées sur le bateau. L'accès non autorisé à vos comptes, les faux emails, la tentative de manipulation de votre contrat d'assurance vie. Cela va bien au-delà d'un simple vol. Je ne veux pas porter plainte, lui ai-je répondu. Elle a levé les yeux, surprise. Jean-Marc, ils ont essayé de vous tuer. Et votre propre fille était complice. Ces mots m'ont frappé avec la force d'un coup de poing, mais je me suis forcé à rester concentré. Valérie, j'y ai réfléchi toute la nuit. Une procédure judiciaire prendrait des années. Pendant ce temps, ils auraient accès aux détails de mon patrimoine, au fonctionnement de mon entreprise, à tout. Je veux les couper de moi. Totalement et définitivement. Valérie a hoché lentement la tête. Que voulez-vous faire ? Je veux disparaître de leur vie si complètement qu'ils ne me retrouveront jamais. Et je veux m'assurer qu'ils ne pourront jamais profiter de ma mort s'ils réussissent à me tuer plus tard. Les 2 heures suivantes ont été consacrées à restructurer l'intégralité de ma vie financière. Valérie m'a aidé à rédiger un nouveau testament, léguant tout ce que je possédais à une fondation caritative que je soutenais discrètement depuis des années, la Fondation Marguerite pour l'alphabétisation, du nom de ma défunte épouse, qui était institutrice. Sophie et Guillaume n'étaient mentionnés nulle part dans le document. Nous avons également mis en place une fiducie qui gérerait mes dépenses quotidiennes depuis un compte séparé, administré par le cabinet de Valérie. Cette fiducie était conçue pour être totalement anonyme. Même si Sophie ou Guillaume engageaient des détectives privés, ils ne pourraient jamais remonter jusqu'à moi. Mais l'étape la plus décisive fut la mise en vente de ma maison. Valérie a contacté un agent immobilier avec qui elle travaillait régulièrement, un spécialiste des ventes privées rapides. Nous pouvons avoir les documents prêts pour demain, m'a-t-elle assuré. Le marché est excellent en ce moment à Bordeaux, et votre maison est dans un état irréprochable. Vous devriez obtenir une somme très proche du prix de vente demandé. Le prix demandé était de 450 000 €. De l'argent qui s'évaporerait sur des comptes que Sophie et Guillaume ne trouveraient jamais. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis le matin. Des appels et des SMS de deux.
Les messages de Sophie devenaient de plus en plus paniqués. Papa, où es-tu? On s'inquiète. Ah bon? Guillaume te cherche au bagage. Rappelle-moi s'il te plaît. Les messages de Guillaume étaient plus courts, plus agressifs. Jean-Marc, il faut qu'on parle. C'est ridicule. Appelle-moi immédiatement. Je les ai tous ignorés. Ma dernière halte de la journée fut le siège social de Dupont Rénovation. L'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien, avec juste une camionnette et une boîte à outils. Mon associé, Michel, m'attendait en compagnie de l'avocat de l'entreprise et de notre expert comptable. La réunion fut brève, mais radicale. Avec effet immédiat, je te vends mes parts dans Dupont Rénovation, Michel, ai-je annoncé en glissant les documents de cession sur la table de conférence. Le prix correspond à l'évaluation du marché, 2,3 millions d'euros. Mais je veux que la transaction soit bouclée sous 48 heures. Michel a fixé les documents, stupéfait. Jean-Marc, qu'est ce qui se passe? Hier tu étais en vacances, et aujourd'hui tu vends l'entreprise que tu as mis 30 ans à construire? Des complications familiales, ai-je dit simplement. Des gens en qui j'avais confiance me volent et prévoient pire encore. Je dois m'assurer qu'ils ne puissent mettre la main sur rien de ce pourquoi j'ai travaillé. L'expert comptable a vérifié les chiffres pendant que l'avocat examinait le jargon juridique. Tout était en ordre. J'avais préparé cette éventualité depuis bien plus longtemps que quiconque ne le réalisait, depuis que j'avais commencé à soupçonner que quelque chose clochait. Le prix de vente donnerait à Michel le contrôle total de l'entreprise, et l'argent irait directement sur un compte offshore que j'avais ouvert des années auparavant à des fins d'optimisation fiscale. À 18 h ce soir-là, j'étais devenu officiellement invisible. Mes comptes bancaires étaient fermés ou transférés vers des institutions dont Sophie et Guillaume ignoraient l'existence. Mes cartes de crédit étaient annulées. Ma maison était en vente avec pour consigne de boucler l'affaire le plus vite possible. Mon entreprise était vendue. Même ma ligne de téléphone portable avait été résiliée. J'avais pris un nouveau numéro chez un autre opérateur, un numéro que seuls Valérie et Michel connaissaient. J'ai conduit jusqu'à une modeste résidence de l'autre côté de la ville, où j'avais loué un appartement meublé le matin même, en payant en liquide pour un simple bail précaire au mois. L'appartement était simple, sans chichi, mais il était propre, silencieux et totalement séparé de la vie que je menais depuis 62 ans. Alors que j'étais assis dans mon nouveau salon ce soir-là, mangeant une pizza à emporter et regardant le coucher du soleil par des fenêtres que Sophie et Guillaume ne trouveraient jamais, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois. La paix. Mon téléphone le nouveau a sonné une fois, vers 20 h. C'était Valérie. Jean-Marc, c'est fait. La maison a été vendue à un acheteur au comptant pour 450 000 euros. La signature est prévue pour demain après-midi. Michel a finalisé le rachat de l'entreprise et les fonds ont été transférés sur vos comptes désignés. À l'heure actuelle, vous vous êtes effectivement effacé de leur radar. Ils ne peuvent plus ni vous trouver, ni vous nuire. Et pour la fondation? Tout est en place. La Fondation Marguerite recevra la majeure partie de votre patrimoine à votre décès, avec une petite provision pour vos frais de subsistance de base maintenus via la fiducie. Votre fille et votre gendre ne toucheront pas un centime. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans le silence de ma nouvelle vie et j'ai pensé à Sophie. Ma petite fille qui construisait des châteaux de sable avec moi à la plage, qui pleurait quand son poisson rouge mourait. Qui m'avait serré si fort dans ses bras à l'enterrement de sa mère que je croyais qu'elle ne me lâcherait jamais. Quelque part en chemin, cette petite fille était devenue quelqu'un que je ne reconnaissais plus, quelqu'un capable de planifier ma mort pour de l'argent. Le chagrin était écrasant, mais le soulagement l'était tout autant. Pour la première fois depuis des mois, je ne regardais plus par-dessus mon épaule. Je ne me demandais plus à qui je pouvais faire confiance. Je n'avais plus peur que les personnes les plus proches de moi orchestrent ma perte. Demain, Sophie et Guillaume allaient commencer à découvrir la nouvelle réalité que j'avais créée pour eux. Leurs cartes de crédit seraient refusées, les comptes bancaires seraient vides, un panneau vendu trônerait devant la maison, et je serais parti. Disparu de manière si absolue qu'ils ne me retrouveraient jamais. Je me suis servi un verre de vin, un vin de table bon marché acheté au supermarché, loin des bouteilles hors de prix que Guillaume avait l'habitude d'apporter au dîner et je l'ai levé pour porter un toast à l'homme que j'avais été. Le père confiant, le pourvoyeur généreux, l'homme qui croyait que la famille avait un sens sacré. Cet homme n'était plus, noyé dans la Méditerranée en même temps que ses illusions sur ceux qu'il aimait le plus. L'homme assis dans ce modeste appartement, invisible et intouchable, était quelqu'un de totalement différent.
Quelqu'un qui avait compris que parfois, la plus grande preuve d'amour de soi est de s'en aller avant que ceux qui prétendent vous aimer ne vous détruisent complètement. Et demain, Sophie et Guillaume allaient découvrir à quel point ils avaient perdu la partie qu'ils croyaient gagner. Le premier appel est arrivé à 6h47 un mardi matin, exactement 11 jours après ma disparition de leur vie. Je préparais du café dans ma petite cuisine quand le nouveau téléphone a sonné, affichant un numéro inconnu. Pendant un instant, j'ai songé à ne pas répondre. J'appréciais le silence, la tranquillité d'une vie sans manipulation ni menace. Mais la curiosité l'a emporté, et j'ai décroché sans dire un mot. Papa. La voix de Sophie était toute petite, brisée, à des années-lumière de la femme sûre d'elle qui avait aidé à planifier mon meurtre à peine 2 semaines plus tôt. Papa, s'il te plaît, si c'est toi, réponds-moi. Je n'ai rien dit. J'écoutais simplement sa respiration à l'autre bout du fil. Je sais que tu es là, a-t-elle continué, la voix fêlée par le désespoir. J'entends que tu respires. Papa, je t'en supplie. Il faut qu'on parle. Il s'est passé quelque chose de terrible. Tous nos comptes sont bloqués. Les cartes de crédit ne passent plus. Et il y a un panneau vendu devant ta maison. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis resté muet. La femme à l'autre bout du fil avait regardé son mari me pousser à la mer. Elle avait aidé à planifier ma mort pour de l'argent. Quel que soit le désespoir qu'elle ressentait maintenant, ce n'était qu'une infime fraction de ce que j'avais enduré dans ces eaux glaciales, luttant pour ma vie pendant que ma propre famille espérait que je me noie. Papa, s'il te plaît. Elle sanglotait maintenant, d'un pleur authentique et déchirant. Je sais qu'on a fait des erreurs, mais on est une famille. Tu ne peux pas disparaître comme ça. On est en train de tout perdre. Tant mieux, ai-je pensé. Qu'ils perdent tout. Qu'ils ressentent ce que ça fait d'avoir le sol qui se dérobe sous ses pieds. Guillaume s'est fait virer, a continué Sophie, comme si partager encore plus de mauvaises nouvelles allait soudain m'apitoyer. Son patron a dit qu'il y avait des anomalies dans ses notes de frais et ils l'ont renvoyé sans indemnité. Et mon propriétaire menace de nous expulser parce que le chèque du loyer a été rejeté. Papa, je ne sais plus quoi faire. J'ai raccroché sans avoir prononcé la moindre syllabe. Mais Sophie n'allait pas abandonner si facilement. Au cours des 3 jours suivants, elle a appelé 17 fois. Chaque message vocal était plus désespéré que le précédent. Elle avait réussi à trouver mon nouveau numéro, probablement en pleurant auprès de l'opérateur téléphonique en prétextant une urgence familiale. Chaque appel révélait l'effondrement progressif de leur monde. Guillaume avait bel et bien été licencié, mais pas seulement pour des histoires de notes de frais. Sophie a lâché dans un de ses messages sanglotants qu'il avait été surpris en train d'essayer de falsifier des documents liés à un chantier en utilisant l'en-tête de mon entreprise et ma signature imitée. Michel avait dû repérer le stratagème et l'avait dénoncé. Leur appartement était sous le coup d'une saisie. Sophie vivait au-dessus de ses moyens depuis des mois, comptant sur ma mort pour éponger tous leurs problèmes financiers. Sans l'accès à mes comptes et avec Guillaume au chômage, ils ne pouvaient plus payer ni leur loyer, ni leur crédit auto, ni même rembourser les mensualités minimum de leur carte de crédit. Papa, nous sommes allés à ta maison hier, a dit Sophie lors de son 8e appel. Il y avait des étrangers qui vivaient là. Ils ont dit qu'il avait acheté la maison il y a 2 semaines, que tu leur avais vendue lors d'une transaction express. Comment as-tu pu vendre la maison où maman est morte, où j'ai grandi? Comment as-tu pu nous effacer comme ça? J'ai failli répondre à celui-là. Failli. Parce que la maison où sa mère était décédée était aussi sacrée pour moi. Mais c'était aussi la maison où Sophie avait fouillé dans mes documents privés. Où Guillaume avait planifié mon meurtre. Où ils avaient compté mon argent comme des vautours tournoyant autour d'un animal blessé. Certains endroits finissent par être empoisonnés par les souvenirs qui l'abritent. Le 9e appel fut différent. La voix de Guillaume résonna sur le haut-parleur, plus dure, plus menaçante que les supplications de Sophie. Jean-Marc, je sais que tu écoutes ces messages. Ça va trop loin. Tu ne peux pas juste disparaître et nous laisser sans rien. Nous avons des droits. Sophie est ta fille, ton enfant unique. Tu ne peux pas rayer ta famille de ta vie pour un simple malentendu. Un malentendu? Il qualifiait une tentative de meurtre de malentendu. Écoute, j'ai peut-être fait des erreurs pendant cette croisière, a-t-il poursuivi, prenant ce ton manipulateur que je reconnaissais maintenant si bien. Mais j'étais stressé, à bout de nerfs. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent si loin. Et Sophie n'y est pour rien. Elle est innocente dans tout ça.
Innocente. Ce mot m'a fait éclater de rire dans mon appartement vide. Sophie, qui siphonnait mes comptes depuis des mois. Sophie, qui était dans mon bureau à fouiller mes dossiers. Sophie, qui était restée plantée sur ce pont à regarder son mari me pousser à la mer innocente. On sait que tu es en vie, Jean-Marc. On sait que tu es quelque part, et on va te retrouver. L'appel s'est coupé, mais il a été immédiatement suivi par un autre. Sophie, encore. Cette fois, elle ne pleurait plus. Cette fois, sa voix portait quelque chose de froid et de calculateur qui me rappelait étrangement Guillaume. Papa, j'ai repensé à tout ce qui s'est passé pendant la croisière. À ta chute, à la façon dont tu t'es comporté depuis. Et je commence à me demander si tu n'es pas moins confus que ce que l'on croyait. Peut-être que tu te souviens de plus de choses que tu ne le laisses paraître. Mon sang s'est figé. Si c'est vrai, alors on doit parler, parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Des situations qui nous ont forcés à prendre des décisions difficiles. Guillaume a de gros problèmes avec certaines personnes, papa. Des gens dangereux qui se fichent de la famille ou de la loyauté, qui ne veulent que récupérer leur argent. Voilà. Elle essayait maintenant de m'apitoyer. D'essayer de faire de leur désastre financier ma responsabilité. Ces gens-là ne se contentent pas de prendre ta maison ou ta voiture quand tu ne peux pas payer, papa. Ils s'en prennent à ton intégrité physique. À ta vie. Et ils se fichent que Sophie soit blessée dans l'histoire. C'est ce que tu veux? Que ta fille paie les erreurs de Guillaume avec son sang? J'ai coupé le message avant la fin. Mes mains tremblaient de rage. Maintenant, ils essayaient de me manipuler avec des menaces de violence, essayant de me faire croire que Sophie était en danger face à de mystérieux créanciers. Mais j'avais fait mes propres recherches au cours de ces 11 derniers jours. J'avais engagé un détective privé pour fouiller le passé de Guillaume, pour savoir exactement quel genre de dette il avait accumulé. La vérité était à la fois meilleure et pire que le mélodrame de Sophie. Guillaume devait de l'argent, beaucoup d'argent, mais pas à des criminels dangereux. Il devait 17 463 € à des sociétés de crédit, 8 200 € à des organismes de microcrédit à taux variable, et 12 000 € à un site de paris sportifs en ligne. Uniquement des dettes légales, gérées par des huissiers et des sociétés de recouvrement classiques. Personne n'allait s'en prendre physiquement à Sophie. Mais leur dossier à la Banque de France était catastrophique, et ils étaient au bord du surendettement total. Les appels ont continué pendant encore une semaine, de plus en plus frénétiques et manipulateurs chaque jour. Sophie a essayé la culpabilité, me rappelant des souvenirs d'enfance et les fêtes de famille. Guillaume a essayé l'intimidation, suggérant qu'abandonner sa famille était immoral et possiblement illégal. Ensemble, ils ont essayé le marchandage, promettant de rembourser tout ce qu'ils m'avaient volé si je les aidais juste à se remettre sur pied. Mais c'est le 18e appel qui m'a définitivement fendu le cœur. Papa, c'est moi. La voix de Sophie était à peine un murmure. J'appelle de l'hôpital. Guillaume. Guillaume a craqué la nuit dernière. À cause de la pression, il a avalé une boîte entière de somnifères. Il disait qu'il ne pouvait plus vivre avec ce qu'on avait fait, qu'il ne pouvait plus faire face aux conséquences. J'ai senti ma poitrine se serrer, malgré tout ce qu'il m'avait fait subir. Il va s'en sortir, a-t-elle enchaîné rapidement. Ils lui ont fait un lavage d'estomac et il est stabilisé en soins intensifs. Mais papa, ce n'est plus l'homme que j'ai épousé. Le stress, la culpabilité, l'enfer financier, ça le détruit. Et ça me détruit aussi. Il y a eu un long silence. Et quand elle a repris la parole, sa voix était différente. Plus petite. Plus proche de la petite fille dont je me souvenais. Je sais que ce qu'on a fait est mal. Je sais qu'on t'a blessé d'une façon impardonnable. Mais papa, j'ai peur. Je suis toute seule. Et je ne sais pas comment réparer ça. Je ne sais même pas comment on en est arrivé là. À quel moment sommes-nous devenus le genre de personnes capables de faire du mal à quelqu'un qu'on aime? À quel moment sommes-nous devenus si désespérés que le meurtre a semblé être une solution? Pour la première fois depuis la croisière, j'ai entendu des remords sincères dans sa voix. Pas de la manipulation, pas de chantage, mais la véritable prise de conscience de ce qu'il avait fait. Je n'arrête pas de repenser à cette nuit sur le bateau. À t'avoir regardé basculer par-dessus cette rambarde. Et je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu rester planté là à laisser faire ça. Quel genre de fille fait ça? Quel genre de monstre suis-je devenu? L'appel s'est terminé là.
Et pour la première fois depuis des semaines, je me suis mis à pleurer. Pas sur ce que j'avais perdu, mais sur ce que Sophie avait perdu. Quelque part en cours de route, ma petite fille avait vendu son âme pour de l'argent. Et maintenant, elle commençait enfin à mesurer le prix qu'elle avait payé. Mais comprendre le prix de ses choix n'effaçait pas les conséquences. Cela ne ramenait pas la confiance qu'elle avait brisée, ni n'annulait la trahison qui avait failli me coûter la vie. Et cela ne signifiait certainement pas que j'allais les sauver du bourbier qu'ils avaient eux-mêmes créé. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que j'évitais depuis 3 semaines. J'ai conduit jusqu'au cimetière où ma femme Marguerite reposait. Sur la tombe que je visitais chaque année le jour de son anniversaire et celui de sa mort. Je me suis agenouillé devant sa pierre tombale et je lui ai tout raconté. La trahison de Sophie. La tentative de meurtre de Guillaume. La façon dont je m'étais évaporé de leur vie, comme de la fumée dans le vent. J'espère avoir pris la bonne décision, Marguerite, ai-je murmuré à la pierre froide. J'espère que notre petite fille retrouvera le chemin vers la personne qu'elle était avant. Mais je ne peux pas être celui qui la sauvera. Il y a des leçons qu'on ne peut apprendre qu'à la dure. Alors que je m'éloignais du cimetière en voiture, mon téléphone a sonné une dernière fois. Le numéro de Sophie s'est affiché à l'écran, mais cette fois, je n'ai pas hésité. J'ai décroché. Allô, Sophie. La violente inspiration à l'autre bout de la ligne m'a indiqué qu'elle ne s'attendait pas à ce que je réponde enfin. Papa, a-t-elle chuchoté, comme si prononcer mon nom trop fort allait me faire disparaître à nouveau. Papa, s'il te plaît, ne raccroche pas. Je sais que je ne le mérite pas, mais écoute-moi juste une minute. J'ai attendu. Je suis désolé, a-t-elle dit. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je l'ai cru. Je suis désolé pour tout. Pour l'argent, pour les mensonges, pour être resté là à regarder Guillaume te faire du mal. Je suis désolé d'être devenu quelqu'un que je ne reconnais même plus, quelqu'un capable de planifier des choses aussi horribles. Elle a fait une pause, et je pouvais l'entendre pleurer doucement. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne m'attends pas à ce que tu nous aides. Mais j'avais besoin que tu saches que je me souviens de qui tu es vraiment, papa. Tu es l'homme qui a accumulé 3 boulots pour m'envoyer à l'université, qui m'a serré dans ses bras quand maman est morte, qui m'a appris que la famille devait être une question d'amour, pas d'argent. La ligne est restée silencieuse pendant un moment, puis elle a prononcé les mots qui allaient me hanter pendant des années. Je sais que j'ai détruit notre famille, papa. Mais s'il te plaît, ne laisse pas les erreurs de Guillaume te détruire toi aussi. Tu mérites d'être heureux, de trouver la paix. Même si cette paix n'inclut plus notre présence. L'appel a pris fin et je suis resté assis dans ma voiture, devant le cimetière. Comprenant enfin que c'était un adieu non seulement à Sophie et Guillaume, mais aussi à l'homme que j'étais autrefois. Le père qui aurait tout fait pour protéger sa fille, même d'elle-même. Ce chapitre de ma vie était terminé. Et demain, j'allais commencer à découvrir ce que le prochain chapitre me réservait. 2 ans se sont écoulés depuis ce dernier coup de fil de Sophie. 2 ans depuis que j'ai entendu la voix de ma fille se briser sous des remords sincères. Depuis qu'elle m'a libéré de l'obligation de la sauver des conséquences de ses propres choix. 2 ans de silence, de paix, passés à découvrir qui est vraiment Jean-Marc Dupont quand il n'est plus défini par les besoins et les trahisons des autres. Le lendemain de cette dernière conversation, j'ai pris une décision qui m'a surpris moi-même. J'ai emballé le peu de choses que je possédais dans 2 valises et j'ai roulé vers la côte. Pas vers les plages bondées du sud où s'entassent les touristes, mais vers une côte sauvage de la Bretagne, où les vieux marins pêcheurs vendent leurs prises sur des quais usés par le sel, et où le rythme de la vie est dicté par les marées plutôt que par la bourse. J'ai loué une petite maison à 6 rue du Port. Une bâtisse simple avec 2 chambres, des volets bleus et un porche qui fait face au lever du soleil. Le loyer est de 450 € par mois, payé par la fiducie gérée par Valérie. C'est moins que ce que je dépensais pour un dîner pour 3 personnes à l'époque, mais c'est suffisant. Plus que suffisant. La maison était meublée avec ce genre de mobilier robuste et pratique fait pour durer des décennies. Une table de cuisine marquée par les années d'utilisation. Des étagères construites par quelqu'un qui comprenait que les livres ont besoin d'un foyer. Un cadre de lit qui ne grince pas quand le vent souffle fort. Tout ce dont j'ai besoin, et rien de superflu. La plupart des matins, je descends chez Loïc, article de pêche, où les anciens du village se retrouvent pour boire un café et râler contre la météo, le gouvernement et le fait que les poissons ne mordent plus comme avant. Personne ne me demande ce que je faisais avant d'arriver ici. Ce qui m'a amené dans ce coin perdu du Finistère.
Dans un endroit où la moitié de la population fuit quelque chose, l'intimité est respectée par-dessus tout. Je leur ai dit que je m'appelais Jean-Marc. Aucune raison de mentir là-dessus. Et que je travaillais dans le bâtiment. C'était assez vrai. Ce que je ne leur ai pas dit, c'est que j'avais bâti une entreprise valant des millions à partir de rien. Ni que j'avais tout abandonné pour fuir une famille qui avait essayé de me tuer. Certaines vérités sont trop lourdes pour de simples conversations de comptoir. 3 mois après mon arrivée, Loïc m'a proposé un travail à temps partiel pour servir les clients et tenir la boutique. Rien de bien méchant, a-t-il dit. Juste quelqu'un pour tenir la caisse quand je pars en mer. Le salaire est de 12 € de l'heure, à peine de quoi faire les courses, mais ça me donne quelque chose à faire de mes mains et une bonne raison d'interagir avec des gens qui ne veulent rien d'autre de moi qu'un travail honnête. Les clients sont pour la plupart des locaux, des pêcheurs professionnels achetant du matériel, des marins du dimanche préparant leur sortie du week-end, et parfois un touriste égaré qui a quitté la route principale. Ils paient en liquide, disent merci et s'en vont. Personne n'essaie de me manipuler, de me voler, ou de me pousser à la mer, c'est incroyablement apaisant. Le soir, je m'assois sur mon porche et je lis. Pas des revues économiques ou des rapports financiers, mais des romans pour lesquels je n'avais jamais le temps quand je bâtissais mon empire. J'ai découvert que j'adorais les polars, ces histoires de personnes découvrant des vérités cachées et trouvant la justice dans des endroits inattendus. L'ironie de la chose ne m'échappe pas. Parfois, quand le temps est clément, je descends à la plage et je regarde le coucher du soleil peindre le ciel de couleurs qu'aucun artiste ne pourrait jamais reproduire. L'océan Atlantique s'étend jusqu'à l'horizon. La mer, la même qui a failli me tuer il y a 2 ans. Mais ici, c'est différent. Ici, elle est majestueuse plutôt que terrifiante. Infinie plutôt qu'étouffante. J'ai appris à pêcher. Une chose pour laquelle je n'avais jamais de temps dans mon ancienne vie. Loïc m'a appris à lire les hauts, à comprendre quelle leur fonctionne dans quelles conditions, à être assez patient pour attendre que le poisson vienne à moi plutôt que d'essayer de forcer le destin. Il y a là des parallèles avec la vie que je continue de découvrir. La maison a un petit potager où l'ancien locataire faisait pousser des tomates et des herbes aromatiques. Je l'ai agrandi, ajoutant des poivrons, des courgettes et une rangée de tournesols qui dépassent la clôture. Travailler la terre, faire jaillir la vie du sol, est devenu une forme de méditation. Mes mains, qui signaient autrefois des contrats valant des centaines de milliers d'euros, sont maintenant tachées de terre en permanence, et je n'ai jamais été aussi heureux de ce qu'elles accomplissent. Valérie m'appelle une fois par mois pour prendre de mes nouvelles et gérer les détails administratifs de ma nouvelle existence. Elle est la seule personne de mon ancienne vie à savoir où je me trouve, et je lui fais entièrement confiance pour garder le secret. Lors de notre dernière conversation, elle m'a appris quelque chose qui ne m'a pas surpris, mais m'a tout de même rendu triste. Jean-Marc, je pensais que vous deviez le savoir. Sophie a déposé un dossier de surendettement total il y a 6 mois. Guillaume aussi. Ils ont tout perdu. L'appartement, les voitures, même la bague de fiançailles de Sophie. D'après ce que j'ai compris, ils vivent dans un studio miteux dans un quartier sensible. Et Sophie cumule 2 emplois pour s'en sortir. Et Guillaume ? Ai-je demandé. Toujours au chômage. Apparemment, la rumeur sur ces faux documents et sa tentative de fraude s'est répandue. Aucune entreprise de la région ne veut l'embaucher. J'ai ressenti un mélange de satisfaction et de chagrin face à cette nouvelle. Satisfaction parce que la justice avait frappé. Chagrin parce que ma fille payait le prix fort pour avoir fait confiance au mauvais homme. Il y a autre chose, a poursuivi Valérie. Sophie a essayé de me contacter le mois dernier. Elle voulait savoir s'il y avait un moyen de vous joindre. Pas pour vous demander de l'argent ou de l'aide, mais pour vous dire quelque chose. Je lui ai répondu par la négative, mais elle m'a demandé de vous transmettre un message si jamais je vous parlais. Qu'est-ce ce qu'elle a dit ? Valérie est restée silencieuse un instant. Elle m'a dit de vous dire qu'elle comprend maintenant pourquoi vous avez dû disparaître. Elle a dit qu'elle est heureuse que vous soyez en sécurité, où que vous soyez, et qu'elle espère que vous avez trouvé la paix. Ce message m'a accompagné pendant des jours. Sophie avait enfin appris la différence entre vouloir le pardon et le mériter. Entre comprendre les conséquences et essayer d'y échapper. Peut-être que quelque part dans les ruines de sa vie, elle retrouvait le chemin vers la personne qu'elle était autrefois. Mais ce voyage-là, c'était à elle de le faire. Pas à moi de le guider. La semaine dernière, il s'est passé quelque chose qui m'a rappelé à quel point je m'étais éloigné de mon ancienne vie.
J'étais en train de réassortir les rayons de la boutique quand un homme en costume de créateur est entré, visiblement perdu et très agacé de l'être. Il regarda autour de lui avec un dégoût évident face aux murs écaillés et à l'odeur d'appât de pêche. « Excusez-moi » a-t-il lancé avec ce ton que les gens riches utilisent pour s'adresser aux domestiques. « Je cherche Jean-Marc Dupont. Je crois savoir qu'il se trouve dans les environs. » Mon sang s'est glacé, mais j'ai gardé une expression neutre. « Je ne connais personne de ce nom » ai-je répondu en continuant de ranger les leurs sur le présentoir. C'est un homme d'affaires de Bordeaux. Il a fondé une entreprise de bâtiment, possédait un capital important. Sa famille le cherche. J'ai soutenu son regard sans broncher. Comme je vous l'ai dit, je ne connais personne de ce genre par ici. Vous devriez essayer la mairie ou la gendarmerie dans le bourg. L'homme avait l'air frustré, mais il m'a tout de même tendu sa carte de visite. Si jamais vous entendez quelque chose, il y a une forte récompense pour toute information permettant de le localiser. Après son départ, j'ai regardé la carte. C'était un détective privé engagé par un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas. Au dos, quelqu'un avait écrit d'une écriture soignée, « La famille cherche une réconciliation ». J'ai déchiré la carte et l'ai jetée à la poubelle. La famille cherche une réconciliation. Même après tout ce qu'il avait fait, même après que leur vie soit partie en fumée, Sophie et Guillaume essayaient encore de me retrouver. Espérant toujours me manipuler pour que je les sauve de l'enfer qu'ils avaient eux-mêmes créé. Mais l'ancien Jean-Marc, l'homme qui se serait senti coupable de leur souffrance, n'existait plus. L'homme qui se tenait dans cette boutique de pêche, entouré par l'odeur honnête de la mer et les outils d'un travail simple, n'a ressenti que du soulagement à l'idée qu'il ne l'ait pas trouvé. Le soir même, j'ai appelé Valérie et je lui ai parlé du détective. Changez tout, lui ai-je ordonné. De nouveaux documents pour la fiducie, de nouveaux numéros de compte, tout. Et si quelqu'un d'autre vient chercher des informations sur Jean-Marc Dupont, dites-leur qu'il a disparu en mer lors d'un accident de bateau il y a 2 ans. Jean-Marc, en êtes-vous sûr? C'est une démarche plutôt définitive. J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine, le potager que j'avais planté, le coucher du soleil qui colorait le ciel de teintes irréelles, et la vie simple que j'avais bâtie sur les cendres de la trahison. Valérie, Jean-Marc Dupont est mort il y a 2 ans. Il s'est noyé dans la Méditerranée quand sa famille l'a poussé par-dessus bord. L'homme à qui vous parlez aujourd'hui est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a enfin compris que parfois, la plus grande preuve d'amour est de partir avant que ceux qui prétendent vous aimer ne vous détruisent complètement. 2 semaines plus tard, Valérie m'a fait parvenir un certificat de décès. Selon le registre officiel, Jean-Marc Dupont avait péri dans un accident de bateau au large des côtes bretonnes. Son corps n'avait jamais été retrouvé. La Fondation Marguerite a reçu l'intégralité de sa succession, comme prévu, et continuerait de soutenir des programmes d'alphabétisation à perpétuité. Jean-Marc Dupont était officiellement mort. Et je ne m'étais jamais senti aussi vivant. Ce matin, je me suis réveillé dans ma maison au bord de l'océan, j'ai préparé du café avec de l'eau dont je n'ai pas à craindre qu'elle soit empoisonnée, et j'ai marché vers un travail où mes collègues n'essaient pas de m'assassiner pour mon argent. Ce soir, je m'occuperai de mon potager, je lirai un autre chapitre du roman policier que j'ai commencé hier, et je m'endormirai sans me demander si la journée de demain m'apportera une nouvelle tentative de meurtre. Les 3 mots que j'avais chuchotés à Guillaume à l'infirmerie du bateau, « Je sais tout », avaient été le tir de sommation contre la coque de son navire en plein naufrage. Mais la vraie victoire ne résidait pas dans ces mots. La vraie victoire, c'est d'avoir compris que je n'avais pas besoin de les affronter pour gagner. Il me suffisait de disparaître. De devenir invisible face à leurs griffes avides. De trouver la paix dans une vie qu'ils ne pourraient jamais effleurer. Certains diront que ce que j'ai fait est cruel, laisser ma fille affronter les conséquences de ses actes sans filet de sécurité, laisser le désespoir de Guillaume le dévorer sans lui tendre la main. Mais j'ai appris que parfois, la chose la plus cruelle qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de continuer à le sauver de ses propres erreurs. Sophie et Guillaume ont fait leur choix sur ce navire de croisière quand ils ont décidé que ma vie valait moins que mon argent. Aujourd'hui, ils vivent avec ces choix. Ils apprennent que les actes ont des conséquences. Ils découvrent qui ils sont vraiment quand les personnes qui l'utilisent ne sont plus là pour être utilisées. Quant à moi, j'apprends qui je suis quand je ne suis plus défini par les besoins, les exigences et les trahisons des autres. Je découvre que le bonheur n'exige ni richesse, ni statut, ni même famille. Parfois, il faut juste avoir le courage de s'éloigner de tout ce qui vous fait souffrir, et de tout recommencer à zéro avec pour seul bagage son intégrité. Le soleil se couche maintenant sur l'Atlantique,
peignant le ciel de nuances d'or et de rose qui donnent à Léo l'apparence d'un feu liquide. C'est le même océan qui a failli me tuer. Mais vu sous cet angle, à cette distance, c'est magnifique plutôt que terrifiant. Cela ressemble à une métaphore sur la vie, mais je suis bien trop serein pour essayer de la déchiffrer. Demain, je me réveillerai dans ma petite maison près de la mer, je m'occuperai de mon jardin, j'irai travailler à la boutique d'articles de pêche, et je vivrai une autre journée de cette vie paisible et honnête que j'ai bâtie à partir des décombres d'une trahison. Et Sophie et Guillaume se réveilleront dans le petit appartement qu'ils pourront se payer. Ils affronteront un jour de plus les conséquences qu'ils ont eux-mêmes créées. Et ils continueront d'apprendre la leçon la plus dure de toutes, que certaines erreurs ne peuvent être réparées. Que certaines confiances ne peuvent être regagnées. Et que certaines personnes disparaîtront de votre vie de manière si absolue que vous passerez le reste de vos jours à vous demander si elles ont jamais existé. J'existe. Je ne suis juste plus là pour qu'ils me trouvent. Et j'ai découvert que c'est cela, la vengeance la plus parfaite, devenir si heureux sans eux que leur existence même n'a plus la moindre importance pour ma paix intérieure.